Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui a marqué les esprits, vraiment l'une des plus sombres du siècle dernier, l'affaire Marcel Petiot. Ce médecin parisien, enfin son nom est associé à l'horreur, surtout dans ce contexte si particulier du Paris occupé. Notre discussion s'appuie sur une biographie fouillée qui essaie de comprendre le personnage, son parcours et son procès qui a fait grand bruit. Oui, et tout bascule de façon assez sordide le 11 mars 1944. On est au 21 rue Les Sueurs, à Paris. Ce sont les voisins qui donnent l'alerte. Une fumée, une odeur pestilentielle qui sort d'une cheminée. Les pompiers arrivent, et là, Et là, c'est l'horreur absolue. Il découvre des restes humains près d'une chaudière, c'est ça, utilisés pour... exactement, pour faire disparaître les corps. Et c'est pas tout. Il y avait des corps démembrés, certains qui brûlaient encore, d'autres, on l'a su après, dans une fosse avec de la chaux vive, pour accélérer la décomposition. C'est macabre. Une vraie scène de cauchemar. Et Petiot, lui-même, arrive sur les lieux. Oui, à vélo. Et il essaye d'embobiner les premiers policiers. Il dit être le frère de Petiot, que les corps sont ceux d'Allemands, de collabos, tués par la résistance. Incroyable audace. Totalement. Et puis, hop, il disparaît. Il s'évanouit dans la nature. Ce moment, c'est le début de la chute, mais ça montre déjà un peu le personnage. Mais avant ça, pendant l'occupation, il faisait quoi exactement? Cette histoire de docteur Eugène. Alors, Dr Eugène, c'était son alias. Il avait monté tout un système, une prétendue filière d'évasion. Il promettait un passage clandestin vers l'Amérique du Sud. À qui? Qui étaient ses victimes? Principalement des juifs qui cherchaient désespérément à fuir les persécutions nazies. Mais il y avait aussi apparemment des résistants, des petits malfrats, voire des collabos qui voulaient disparaître. En gros, des gens aux abois. Et il fallait payer, j'imagine. Ah oui, et cher, 25 000 francs par personne. C'était énorme à l'époque. Et comment il s'y prenait? Il y avait cette histoire de vaccination. Oui, c'est le point clé, on pense. Une soi-disant vaccination obligatoire avant le départ. L'hypothèse la plus probable, c'est que c'était là qu'il leur faisait une injection mortelle, pour ensuite récupérer leurs affaires, leur argent. C'est glaçant. Utiliser le chaos de l'époque. Exactement. Le contexte de la guerre, de l'occupation, c'était un terrain idéal pour lui. La peur ambiante, le désordre administratif, les gens qui disparaissaient sans laisser de traces, ça lui a permis d'agir, de dissimuler ses crimes. Terrible. Mais ce comportement criminel, si organisé pendant la guerre, est-ce que ça sort de nulle part? Il y avait des signés avant. Oh que oui. Son passé est, comment dire, parsemé d'incidents. Une jeunesse déjà agitée, il se fait renvoyer de plusieurs écoles. À 17 ans, il vole du courrier. L'affaire est classée parce qu'on le juge anormal, avec une responsabilité limitée, déjà. Ah oui, quand même. Et ça continue. Il devient maire à Villeneuve-sur-Yonne, mais il traîne une réputation de kleptomane. Il est mêlé à des histoires de vol. Il y a même un internement psychiatrique en 1936, après un vol dans une librairie. Bon, plus tard, une autre expertise le jugera responsable, mais quand même. Donc un profil déjà. Compliqué. Comment il se fait arrêter finalement après sa fuite de la rue Les Sueurs? Alors, après la libération, il refait surface. Mais pas sous son nom, bien sûr. Il devient le capitaine Henri Valéry. Il se fait passer pour un résistant, un membre des FFI. Il participe même à l'épuration. Le comble de l'ironie, hein. Tout à fait. Et c'est en écrivant à un journal pour se plaindre d'un article qu'il est repéré et arrêté, en octobre 1944. Et arrive le procès en 1946, et là sa défense est pour le moins surprenante. C'est peu de le dire. Il nie tout en bloc pour les victimes de la rue Les Sueurs, les 27 pour lesquelles il est jugé, mais il affirme être le chef d'un réseau de résistance, un réseau secret nommé Flytox. Flytox, ça existe, ça? Alors non, justement. C'est ça le truc. Personne n'en a jamais entendu parler. Aucune preuve, aucun témoin crédible. Rien. Il va même jusqu'à revendiquer non pas 27, mais 63 exécutions. Hmm. Des Allemands, des collabos, une tentative assez désespérée de se présenter en héros résistant. Alors que l'accusation reste sur 27 meurtres, simplement pour l'argent, pour le vol. C'est ça. Et son attitude pendant le procès, arrogante, pleine de contradictions, ça n'a pas aidé. Les experts le décrivent comme un déséquilibre constitutionnel amoral. En gros, manipulateur, sans morale, mais pas fou au sens juridique. Verdict. Coupable. Pour 26 assassinats finalement. Condamné à mort.
il est guillotiné en mai 1946. L'affaire est jugée, mais est-ce qu'on a vraiment tout compris? Ce Pétios, c'était qui au fond? Un monstre froid? Un pur psychopathe qui a profité du chaos? Ou un manipulateur exceptionnel? La question de savoir s'il a pu faire tout ça seul, vu l'organisation que ça demandait, elle reste posée. Ça interroge sur le mal, sur comment une époque troublée peut masquer ou même favoriser ce genre de personnage. Tout à fait. La dissimulation, la capacité à jouer un rôle. Il y a ce détail, presque absurde, mentionné dans notre source. Pendant qu'il attendait son exécution, en prison, il passait son temps à écrire un livre sur les probabilités, le hasard vaincu, je crois. Oui, une étude sur les jeux, les stratégies, c'est assez déroutant. Qu'est-ce que ça dit de l'homme derrière le monstre? Écrire sur la maîtrise du hasard, après avoir semé la mort de façon si calculée et pourtant chaotique. Voilà peut-être une question qui reste en suspens.